Oui, le sous-titre du livre est « Le capitalisme se meurt ». Alors pourquoi le capitalisme se meurt-il? D'abord parce qu'il est vieux. Le capitalisme, il remonte à peu près fin 18e siècle, début du 19e siècle. Donc c'est un vieux modèle, un ancien modèle. C'est une première raison. La deuxième raison, c'est qu'il a mal vieilli, en fait. Pourquoi a-t-il mal vieilli? Parce qu'il n'a pas respecté vraiment les principes fondateurs qui étaient les siens. Je ne prendrai que quelques exemples, parce que sinon on y passerait beaucoup de temps. Mais par exemple, la notion de libéralisme, qui est souvent chantée notamment par nos amis américains, elle est complètement dévoyée. Autant le libéralisme au sens philosophique du terme est tout à fait plein de sens, autant le libéralisme économique n'a jamais existé. La concurrence pure et parfaite, où tout le monde est égal de tout le monde, où il y a une transparence des prix, des marchés de l'information, ce n'est pas du tout notre monde. Notre monde est le monde, au contraire, de la concentration, de la domination de quelques-uns au détriment d'autres. Et donc, ce n'est pas du tout ça, le capitalisme originel. C'est quelque chose qui est complètement différent et qui, aujourd'hui, présente plus d'inconvénients pour les individus, les citoyens que nous sommes, que d'avantages. Donc, le capitalisme se meurt progressivement. Ce qui a accéléré sa mort, c'est plusieurs choses. C'est d'abord que l'État, qui est censé réguler l'économie, a complètement abandonné son rôle de régulateur, pensant peut-être que la fameuse manne du marché pur et parfait, que la concurrence absolue allait réguler tout ça et que ça allait se réguler pour le bien de tout le monde. On se rend compte, surtout dans les 20 dernières années, que non seulement ça n'a pas été le cas, mais c'était plutôt le contraire, puisque les individus se sont de plus en plus opposés les uns aux autres. La richesse s'est concentrée sur quelques-uns, de plus en plus, à la fois à l'intérieur des pays, mais entre les pays aussi. Voilà, il y a des rémunérations exorbitantes qui ne sont plus justifiées et justifiables. Il y a un épuisement aussi des bénéfices du capitalisme. Le capitalisme, pendant notamment les 30 glorieuses, mais un peu après, a bénéficié à l'enrichissement de la classe moyenne, qui est un petit peu son principal soutien, parce que ceux qui sont très riches, il y en a très peu, donc par définition, ils ne peuvent pas soutenir la société à eux seuls. Donc la classe qui permet de soutenir objectivement le capitalisme, c'est la classe moyenne. Or, la classe moyenne, depuis 10-15 ans, elle pâtit de la crise, elle pâtit des excès du capitalisme, et elle ne bénéficie plus de la richesse. Donc elle regarde ça avec un peu plus de distance. Maintenant, elle se dit, bon, tout ça c'est bien, on travaille beaucoup, mais ça n'empêche pas qu'on est licencié sans raison parfois, que le capitalisme est de plus en plus dur, que seule la finance compte, que l'économie réelle disparaît au profit de la finance. Donc tout ceci n'est plus vraiment supportable. Donc les préceptes du capitalisme ne sont plus respectés, les engagements et les promesses du capitalisme sur le plan réel ne sont plus aussi atteints comme avant. Ça fait beaucoup. Qu'est-ce qui reste encore? Eh bien, il y a le fait aussi que le capitalisme a usé non seulement les hommes et les femmes que nous sommes, mais a usé aussi la Terre. C'est-à-dire que, je ne vais pas faire un grand discours parce que tout le monde en parle tous les jours, mais la planète souffre indirectement des excès du capitalisme. L'air devient de plus en plus vicié. J'ai des amis qui sont partis récemment à New Delhi, ils sont partis avec des masques, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement que de respirer l'air avec des masques dans ce pays-là. Donc l'air, la terre est polluée, enfin il y a plein de problèmes que tout le monde connaît, qui sont liés à l'excès du capitalisme productiviste, notamment en matière d'agriculture, alors que d'autres modèles sont possibles. Donc ça, c'est un dernier point qui rend le capitalisme très fragile aujourd'hui. Et puis un autre pan qui est plus objectivement satisfaisant et qui rend optimiste, c'est l'évolution des technologies. Le capitalisme a permis aussi, dans sa croissance, dans sa recherche de profit, dans sa recherche de productivité, a permis de nouvelles technologies d'émerger. Et parmi ces technologies, il y en a une qui est essentielle pour moi, c'est évidemment le numérique. Le numérique permet de communiquer absolument de partout à partout, permet de rester chez soi pour joindre n'importe qui dans le monde entier. Et ça change une chose essentielle pour moi, c'est l'organisation du travail. Alors pas encore de façon prédominante, mais de façon très importante. Je prendrai l'exemple du télétravail, notamment à travers ces grèves. Bon, les gens continuent de travailler parce qu'ils travaillent de chez eux et il se passe des moyens de transport qui ne marchent plus. Donc ça, c'est un premier point très important. Un deuxième point dans l'organisation du travail, c'est la montée en puissance très forte de l'indépendance. Je donnerai deux chiffres. Aux États-Unis, 40% des travailleurs et travailleuses sont indépendants aujourd'hui. En France, en 2018, je n'ai pas le chiffre 2019, 700 000 personnes ont cru bon, souhaitable de s'inscrire dans un régime quelconque d'entrepreneuriat. Ceci veut dire par exemple que sur une dizaine d'années, près de 10 millions de Français et Françaises
seront passés par l'étape de créer une entreprise, d'essayer de la faire fonctionner, de comprendre ce qu'est un client, de comprendre ce qu'est une comptabilité, voilà, d'essayer de réussir dans une matière qui n'était pas la matière préférée des Français. Donc l'entreprise est réhabilitée, grâce à Dieu. Les Français commencent à se prendre en charge, commencent à comprendre bien les réalités économiques et ça fait évoluer le modèle. Donc ces deux choses vont dans le sens d'une plus grande indépendance et d'une plus grande liberté du travailleur par rapport à l'employeur aussi. Et ça, c'est fondamental parce que ça va faire totalement changer et exploser les structures d'organisation actuelles qu'on connaît dans les grandes entreprises. Donc ça, c'est le point pour moi qui est capital dans l'évolution future du capitalisme. C'est que l'organisation du travail est en train de changer et que donc ça va changer les rapports entre employeurs et employés et ça va rendre les gens beaucoup plus libres de leur travail et beaucoup plus indépendants de leur employeur. Alors un dernier point qui est purement sociologique, c'est que les organisations et les sociétés ne changent qu'à une condition qui est absolument indispensable, c'est que les jeunes prennent le pouvoir. Alors, je ne vais pas faire un appel à la révolution, mais on ne connaît pas de société qui soit dirigée que par des anciens, des seniors, et qui évolue, parce que la vertu ou l'inconvénient des seniors et des anciens, c'est de conserver le système en place. Et on le voit bien aujourd'hui, même dans les grèves, on voit bien beaucoup de conservatisme se déplacer dans les rues. On cherche à conserver les acquis, on ne veut pas s'adapter. Donc pour qu'une société change, il faut que les jeunes prennent le pouvoir. Et donc il est important, on a un très bel exemple qui est l'Algérie, alors il n'est pas encore complètement mature, mais il est en phase de construction. Pour que ça change, il faut que les jeunes prennent le pouvoir, parce que ce sont les seuls capables de porter l'avenir et de porter le changement. Donc en France, je ne prendrai pas parti pour ou contre sur l'élection de Macron, mais l'élection du président Macron est un signe très favorable, parce que ça porte au pouvoir quelqu'un de plus jeune, et ça porte au pouvoir derrière lui et avec lui plein de jeunes qui ont envie que les choses changent. Et ça, je crois que c'est un élément fondamental de l'émergence d'un nouveau modèle économique et social. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il faut que l'économie, c'est ce que portent les jeunes aussi. Et moi, je le vois à l'ESSEC, chez les étudiants, c'est de plus en plus le cas. Les gens comprennent que l'économie, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin en soi. On ne fait pas de l'économie. L'économie est au service d'un projet social, et c'est ce qui a manqué ces 20 dernières années au capitalisme, c'est de porter un projet. Je veux dire, si on n'a pas de projet, c'est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour une famille, c'est vrai pour une association. Si on n'a pas de projet vers lequel on se dirige, on ne peut pas entraîner les foules. Donc le capitalisme n'a comme projet que l'augmentation de la productivité, le déversement de produits de plus en plus inutiles et de plus en plus coûteux en énergie et pour tout le monde. Donc il faut que l'économie redevienne un moyen au service d'une fin. Pour qu'il y ait une fin, il faut qu'il y ait des gens, et en particulier des jeunes, qui portent un projet sociétal différent et qui fassent que l'économie n'est pas un objectif en soi, c'est un moyen. Voilà, c'est ce que je voulais dire absolument. Il y a une autre dimension qui apparaît dans nos sociétés et qui est favorable au changement, c'est ce qu'on appelle l'émergence des actifs immatériels. Ou ce que vous, comptables, vous appelez souvent l'extra-financier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire extra-financier? C'est une première tentative de définition très simple, c'est ce qui n'est pas dans les comptes, tout simplement. Donc ce qu'on ne comptabilise pas dans les comptes. Alors moi j'ai pour habitude, bien que faisant partie de cette illustre assemblée qui est l'Observatoire de l'immatériel, d'essayer de donner une approche très concrète de tout ça. C'est pour ça que je préfère plutôt que l'immatériel dire les actifs immatériels. Ça rend les choses un peu plus concrètes et un peu plus intelligibles. Je prends toujours le même exemple, donc je vais vous le redonner. Si vous l'avez déjà entendu, je suis désolé, mais ça me paraît simple. C'est l'exemple du restaurant. Quand vous allez dans une rue, en général, il y a plein de restaurants. Les restaurateurs se regroupent, comme dans tous les métiers de commerce de proximité. Donc vous allez dans une rue, celle que vous voulez, qui est plus proche de chez vous, si c'est possible, et vous choisissez deux restaurants. Celui qui marche le mieux et celui qui marche le moins bien. Autrement dit, celui où il y a beaucoup de monde et celui où il y a très peu de gens. Et vous allez dîner ou déjeuner chez l'un et chez l'autre. Et quand vous revenez de ces deux déjeuners ou de ces deux dîners, vous comparez dans votre tête ce qui les différencie. Et bien, ce qui les différencie, ce sont les actifs immatériels mis en œuvre par le responsable de chacun de ces restaurants. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme exemple? Eh bien, il y a d'abord l'accueil. Est-ce que vous êtes bien accueilli, mal accueilli? Est-ce que vous êtes accueilli par le chef en personne, par des gens de service qui ont le sourire et qui n'ont pas le sourire? Est-ce qu'on vous invite à attendre dignement s'il y a la queue, etc. etc. Ça, c'est l'accueil.
Et après, il y a tout ce qui concerne la restauration elle-même. Il y a le décor de la salle, il y a l'enseigne elle-même, il y a le rapport qualité-prix entre ce que vous mangez et ce que vous payez, il y a la qualité gustative, il y a les originalités gustatives aussi. Est-ce qu'il y a des saveurs particulières? Est-ce qu'il y a une couleur particulière? Est-ce qu'il y a une ambiance sympathique? Est-ce qu'elle n'est pas trop bruyante? Est-ce qu'elle n'est pas trop calme non plus? Est-ce qu'il y a trop de musique ou pas assez? Enfin, que sais-je, il y a plein de critères qui font qu'un restaurant fonctionne bien, mal ou pas du tout. Et bien ces critères-là, vous verrez qu'ils n'existent pas dans la comptabilité parce qu'ils sont très qualitatifs, difficiles à quantifier, mais ils sont essentiels parce qu'ils définissent deux choses. Ils définissent ce que je viens de vous dire, est-ce que vous avez constaté la réussite ou pas d'une affaire, mais ils définissent aussi le pourquoi de cette réussite. C'est-à-dire que tous ces ingrédients qu'on vient de voir rapidement, il y en a d'autres encore sur le restaurant, et bien, ils définissent l'identité du restaurant. C'est-à-dire quand vous allez parler à un ami d'un restaurant qui est bien et que vous incitez à aller voir, et vous allez dire tout ce que je viens de vous dire. Ah bah vas-y parce que tu vas voir, c'est vachement sympa, il y a une bonne ambiance, la cuisine est super, elle est très nouvelle ou au contraire très traditionnelle. Donc vous allez décrire ce qui définit l'identité de l'entreprise. Et l'identité de l'entreprise, ce sont ses actifs immatériels, ce sont ses racines, c'est ce à partir de quoi elle naît, elle se développe ou elle meurt, et elle continue ou elle ne continue pas. C'est le gage de sa pérennité. Et ce qu'il faut rajouter tout de suite, c'est que ces actifs immatériels de départ, ils doivent évoluer. C'est parce que si vous prenez le restaurant, bah peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas très bien, mais c'est peut-être la cuisine japonaise qui est très à la mode, mais peut-être que dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans, vous en aurez marre de la cuisine japonaise. Et si vous êtes un cuisinier qui fait que du japonais, bah, il faudra évoluer. Donc il faut tenir compte de l'évolution des goûts, il faut être aussi soi-même créatif pour faire évoluer votre modèle, votre business model. Mais le business model, ce n'est pas tant les comptes, c'est ce que vous y mettez dedans. Donc c'est l'originalité de votre identité. Donc ça, c'est très important. Et c'est si important que j'ai pu, grâce aux chiffres, je suis revenu aux chiffres, parce que j'aime bien, moi aussi, économiste, de temps en temps, quantifier les choses, comme les experts comptables. Donc je me suis interrogé des années pour essayer de mettre en relation la qualité des actifs immatériels, la valeur des entreprises, et leur réussite. Il se trouve qu'il y a quelques années, puisque je suis porteur d'un modèle que vous connaissez sans doute pas trop mal, parce qu'il existe depuis 15 ans sur le net, modèle d'évaluation d'entreprise qui s'appelle Valentin, qui justement intègre à la fois les données financières et les données extra-financières à travers un questionnaire assez dense de tout ce que je viens de vous évoquer comme actif immatériel. Bon, il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai réussi, un peu sans le savoir, à pouvoir prélever beaucoup de données sur les actifs immatériels et pouvoir les mettre en relation avec les résultats des entreprises. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir vous incruster un tableau qui est très simple à comprendre et que je vais vous commenter, qui met en relation, de façon très triviale, la qualité des actifs immatériels des entreprises et leur réussite économique. La qualité des actifs immatériels, qui ont été mesurés, dans mon cas, par l'examen de plusieurs milliers d'actifs immatériels d'entreprise, elle est synthétisée, pour faire simple, dans une note de 0 à 20, comme les notes que vous avez eues, qu'on a tous eues dans les classes. Donc j'ai synthétisé par une formule un peu compliquée, mais peu importe la formule, la qualité globale des actifs immatériels d'une entreprise par sa note de 0 à 20. Et j'ai mis en face de cette note le taux de croissance de chaque entreprise, compris le taux de croissance réel des entreprises sur les 3 dernières années. Et vous apercevez dans ce tableau que là, il y a une corrélation absolument absolue, qu'il y a une croissance parfaitement proportionnelle entre la note du capital immatériel et la croissance des entreprises. On constate exactement la même chose sur le résultat, sur la rentabilité des boîtes. Ça veut dire une chose très simple, c'est que plus les actifs immatériels des entreprises ont une qualité importante, plus les entreprises ont une rentabilité économique forte, plus elles font de la croissance et plus elles sont pérennes. Donc moi, je suis tellement convaincu de ça que j'incite les experts comptables à beaucoup s'intéresser à cette chose-là et à faire en sorte que demain, dans leur mission permanente, ils aient à un petit peu jauger, mesurer la qualité des actifs immatériels et attirer l'attention de leurs clients experts comptables sur la nécessité de se pencher sur ce problème-là, non seulement au démarrage de l'entreprise, mais tout le long de la vie de l'entreprise. C'est le meilleur conseil que vous pouvez donner aux entrepreneurs, c'est de s'intéresser à ça, parce que c'est ça qui fait qu'une entreprise dure longtemps ou pas. C'est si vrai que Patrick de Cambourg en personne, un président de l'ANC, s'intéresse et représente la France, mandé par les autorités gouvernementales, essaye de porter ce projet-là au niveau européen
et de faire en sorte que nos normes à nous, Européens, soient prégnantes par rapport aux normes américaines. Donc c'est très important qu'en Europe, on définisse bien ces normes permettant de mesurer en quelque sorte, d'identifier et de mesurer ces normes, ces actifs immatériels pour qu'on puisse les établir comme principes complémentaires de la comptabilité et de défendre ces normes au plan mondial. Alors en conclusion, je dirais que ce monde que je suis en train de décrire et dans lequel je fais preuve plutôt d'optimisme, parce qu'il y a ceux qui pensent que le système va s'écrouler, qu'il va y avoir une révolution, que tout va aller mal. Moi je pense le contraire, je pense que l'ensemble des facteurs que je vous ai décrits militent pour un nouveau modèle, ce que j'ai appelé la social economy, qui a pour vertu de faire en sorte que ce qu'on appelle les écosystèmes fonctionnent mieux. Un écosystème, c'est le principe que quand on est dans une entreprise, on travaille, si possible, à jeu gagnant-gagnant entre les acteurs de l'entreprise, c'est-à-dire à la fois les salariés, les clients, les fournisseurs, l'administration, son expert comptable, etc. Donc c'est un jeu où on essaye de faire en sorte que tout le monde, en tout cas qu'il n'y ait pas de perdants. Donc il y a de plus en plus d'entreprises, notamment aux États-Unis dans un mouvement qui s'appelle le B Corp, auquel adhèrent beaucoup d'entreprises, dont Danone, essayent de respecter cette social économie. Donc ça c'est le principe. Alors que faut-il conseiller aux chefs d'entreprise pour s'adapter à ces nouvelles normes et à cette nouvelle façon de travailler? La première des choses, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils s'intéressent beaucoup à l'identité de leur entreprise et qu'ils essayent de la perfectionner et de la rendre la plus différente possible de celle de leurs concurrents. L'identité, encore une fois, c'est ce qui vous distingue des autres, donc de vos concurrents. La deuxième chose, il faut concevoir l'organisation du travail un peu différemment, parce que d'abord, vous allez avoir beaucoup de salariés qui vont externalisés, donc qui vont plus rester dans vos bureaux, donc il faut essayer de les faire travailler différemment, sans perdre tout à fait la relation avec eux, parce que sinon ça ne marcherait pas. Tenir compte des nouvelles aspirations des jeunes qui veulent plus d'équité, qui veulent plus de liberté. Donc ça, c'est l'organisation du travail. Et puis la dernière chose, il faut vous intéresser à l'image de votre entreprise. On est dans un monde médiatisé au maximum, et donc il faut beaucoup faire attention, être très vigilant sur le développement d'une image positive et sociétale, avec le respect de l'environnement, des individus. Je pense que ça sera très important dans les 10 ans qui viennent.